Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'atelier, donc on est en début d'année. Là, je vais vous présenter ce moteur là que j'avais fait une vidéo antérieure là. Donc c'est le Stage 670 Racing, donc à échappement barrette en refroidissement liquide. J'avais fait une vidéo antérieure en vous expliquant donc les paramètres que j'allais lui mettre au niveau de la modification de la culasse par rapport au diagramme admission et puis échappement. Voilà. Donc là en fait on se retrouve donc à l'atelier pour ça là. Ce moteur il sort de 4 heures de rodage. Donc je vais vous expliquer la configuration actuelle qui sera montée sur un Gilera DNA. Voilà. Donc le Gilera DNA c'est des scooters qui ont des carters longs par rapport à la dimension des roues. Là, c'est du 14 pouces, donc lui, c'est un carter long. Donc tout ce qui est Piaggio, Liberty, Scarabeo, Aprilia SR aussi, c'est tous des carters longs, voilà, qui permettent de remonter des roues de 13, 14, voire 16 pouces, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, je vous explique le principe du rodage, donc il sort de 4 heures de rodage. Donc là, j'utilise un gros ventilo comme là, un type industriel, pour refroidir le moteur en même temps, pour rendre la température de la chauffe moteur pendant le rodage homogène, qui se diffuse un petit peu partout, entre le cylindre, la culasse, tout ça, et puis le carter surtout. Voilà, j'utilise un seau d'eau, là, avec de l'eau dedans, une pompe à eau qui alimente, donc j'aspire l'eau dans la pompe, qui alimente la culasse, et puis qui repart au niveau du seau, voilà, ça repart en bas du carter et puis l'eau retourne dans le seau et ainsi de suite, ça fait un circuit type fermé quoi. Donc là avec les températures actuelles qui sont à peu près -5, je roule pendant à peu près 20 minutes. Quand l'eau commence à devenir chaude, je peux plus refroidir le moteur, donc je m'arrête et puis je reprends ça soit le lendemain ou voire 2-3 heures plus tard. Ce qui est important pendant le rodage, je fais un rodage type dynamique, c'est-à-dire avec entraînement. On n'est pas sur la route, c'est sûr, mais je vais faire en sorte qu'on a à peu près comme si on roulait à 50 km/h. Donc pour ce faire, j'emploie des galets de 10 grammes ici, qui fait que pendant mon rodage que je fais à 4000 tours, voire 5000 tours minute pour le moteur, les galets sont tellement lourds que le variateur se ferme et le correcteur il s'ouvre. Et d'autre part, donc ça fait une transmission, donc tout ça est entraîné, ça entraîne la transmission finale. Et de plus, la transmission finale a été modifiée, donc c'est une Malossi à l'intérieur qui est toute neuve. Donc j'en profite de roder le moteur et ainsi de suite la transmission. Voilà. C'est pour ça que je fais une transmission en termes dynamiques, donc avec des gros galets qui permet vraiment de forcer sur le moteur. Pas forcé comme sur la route, un petit peu moins, mais au moins il y a une sensation de forçage, quoi. Pendant qu'on est là, on va parler de la transmission. Donc là devant vous, au niveau variateur, donc on a une joue fixe en alu, type ventilé, voilà. La partie variateur, ça sera une Malossi amélioré par rapport à un origine, donc qui permet que la courroie elle monte vraiment jusqu'au dessus. Niveau correcteur, on est sur un correcteur top perf. Niveau embrayage, on est sur un Polini Evolution. La cloche d'embrayage Polini Evolution aussi. Voilà, ça c'est ce qu'il en est pour cette transmission. Et tout ce qui est transmission finale, donc comme je vous ai dit, c'est un carter long, donc la transmission finale, tout se trouve là-dedans. Vous enlevez toutes les vis et puis vous récupérez toute la transmission. Voilà. Donc la transmission finale, alors nous avons une primaire là-dessus qui est du Malossi, donc un peu plus long que d'origine. Donc la primaire, alors je vais vous expliquer. Donc la primaire c'est l'axe, celui-ci là, avec le gros pignon qui est là. Donc c'est une primaire de chez Malossi qui est montée à l'intérieur. La secondaire, on est resté sur du Gilera DNA d'origine. Donc secondaire, c'est celui-là, le petit pignon qui est là, avec le gros pignon. Voilà, Gilera DNA qui est là-dedans. Et puis l'axe de roue, là, celui-là, là, le gros axe que vous voyez là. Moi, je suis sur un axe allégé de chez Malossi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour tout ce qui est transmission pour ce moteur. Donc on passe de l'autre côté. Pour ce qui est échappement.
Donc comme je vous ai dit, on est sur un cylindre 70 de chez Stachys. Donc j'ai monté un Metrakit Racing 70 non homologué avec sa cartouche carbone d'origine, là, voilà, tout neuf. Donc normalement il est accordé pour ce type de moteur aussi, quoi. Par contre, niveau allumage, je suis resté sur l'origine, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'allumage, le rotor d'origine. Pour la simple bonne raison, je ne peux pas monter des moteurs, des allumages racines, que ce soit rotor interne ou externe. Pour au niveau puissance d'alimentation, pas du moteur, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci que je mets du racine, le moteur il va fonctionner. Mais moi c'est plutôt d'alimentation du circuit de mon scooter. Oui, parce qu'en fait ce qui se passe, si je mets du racine, que ce soit du MVT, rotor interne ou externe, peu importe, ce qui se passe c'est que mon compteur et puis mon contour, les deux là, eh bien, ils se mettent à être stroboscope, c'est-à-dire en fait tout clignote, il est incapable de fournir assez de puissance pour alimenter le tableau de bord. Et moi, suite à ça, je peux rouler, certes comme ça, mais ce que j'ai peur, c'est de griller mon compteur d'origine, quoi. Donc je préfère rester sur de l'origine. Voilà. L'inconvénient ou l'avantage, si par exemple vous mettez un type rotor externe, comme là d'origine, j'ai moins de puissance au démarrage. Ça fait moins motocross, c'est moins fait pour des wheeling ou des choses comme ça. Par contre, l'avantage, c'est par exemple, c'est l'inertie. Vu que le rotor, il est super lourd, entraîné, une fois qu'il est entraîné, dès que vous tapez une petite côte, moi, mon moteur, il aura du mal à chuter en vitesse de pointe. Par contre, un petit rotor interne, lui, il va vite perdre la vitesse vu qu'il n'a pas d'inertie, quoi. Voilà, c'est la seule différence, quoi. Après, il y a l'autre différence de puissance d'étincelle. Voilà, moi, c'est sûr que je vais rester d'origine, mais bon, celui-là, c'est pas un allumage bridé. Donc, au niveau limitation de régime, il n'y en a pas, quoi. Parce que aussi, tout ce qui est CDI, moi, j'ai monté des CDI Racing en gardant un allumage d'origine. Donc, j'aurai pas de bride au niveau rotation moteur, quoi. Voilà. Ça, c'est juste la parenthèse. Je suis en train de me dire, là, la vidéo va être longue, hein. Au niveau carburation, donc là on est sur des clapets top perf, voilà, type V-Force, voilà. Au niveau pipe d'admission, on est sur une pipe Malossi très souple, carbu PHBL de 25. Au niveau de l'entrée de l'admission, on est sur un manchon souple ici, sur un coude de plomberie pour ce filtre à air. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coude d'origine ne s'adapte pas sur l'entrée l'entrée de la carburation. Donc j'ai dû monter ça. Et deuxième chose, le fait d'être monté sur du souple partout, ça me permet que voilà, mon carbu il est super souple et j'ai moins de vibrations brutes. Voilà. Ça c'est un avantage pour les émulsions. Voilà, je crois que ça se dit comme ça. Ça évite les émulsions, d'être en montage souple. Boîte à air. Donc là, je vais vous présenter. C'est la boîte à air. C'est pas celle d'origine d'un Gilera DNA. Les Gilera DNA, les boîtes à air, elles sont beaucoup plus petites. Voilà, elles ont beaucoup moins de volume. Moi, je préfère les anciennes d'époque de chez Piaggio, les Typhoon, tout ça là. Ils avaient des grosses boîtes à air. Certes, c'est pas superbe, mais par contre, il faut regarder le côté avantage, c'est qu'on a une plus grosse réserve d'air à l'intérieur, quoi. Qui fait que quand on ouvre la poignée de gaz, on a beaucoup plus d'air non filtré qui rentre dans le carbu. Alors que si vous mettez une boîte à air qui est plus petite, dès que vous ouvrez, c'est obligé de passer par le filtre parce qu'il n'y a pas assez d'air, donc vous avez moins de réponse. Voilà, c'est la différence qu'on peut ressentir entre une grosse boîte à air et une petite. Je ne parle pas des cornets, hein, je parle vraiment du côté boîte à air. L'autre avantage d'avoir une boîte à air, c'est au niveau bruit. On évite tous les emmerdes du monde parce que souvent, à deux temps, les mecs qui mettent des cornets, c'est pas le polyéchappement qui fait du bruit, mais c'est la carburation. On n'entend que la carburation, quoi. Alors, vaut mieux déjà étouffer, en sachant que moi j'ai du impôt racine, vaut mieux étouffer la carburation déjà avec une boîte à air type d'origine, qui, comme celle-là, elle est complètement débridée, hein. Elle est performante comme tout, parce que je vais vous présenter juste après, elle est débridée. Par rapport au pot d'échappement qui, voilà, il y en a, ils ont des pots qui font du bruit, plus la carburation, c'est plein d'emmerdes. On attire la police, on attire les gendarmes. Alors que là, on va rester sur une version, on va dire déjà extérieure, un peu d'origine,
un pot d'échappement qui va faire un petit peu de bruit, mais beaucoup moins qu'une carburation à cornet, quoi. La boîte à air, donc je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer la différence entre un d'origine et un préparé à ma façon. Voilà. Donc je vous mets pause et je vous retrouve. Donc là on reprend. Donc là ici nous avons le capot qui se trouve devant la boîte à air. Ici là le capot là, il est d'origine. Donc en fait l'air elle s'accumule ici, elle passe par ici, elle passe là, par ces deux trous là. Moi ici c'est modifié, donc l'air arrive ici, elle passe, alors il y a plusieurs trous, elle passe ici, là, là, et puis les deux d'origine, voilà. Elle passe tout par là, quoi, par rapport à un qui est complètement fermé ici, quoi. Moi c'est tout ouvert, voilà. Vous pouvez pas supprimer cette pièce parce que ça permet de maintenir le filtre à air. Au niveau, j'enlève ça, au niveau de la boîte, ça là. Donc là ici, alors vous avez l'admission d'air qui se fait ici. Donc l'air elle rentre ici, elle repasse par ces deux, je vais essayer de vous le montrer quoi. Voilà, ces deux petits trous là, ici et là. Voilà. Alors sur le mien, comme vous pouvez voir, là on voit carrément mon doigt qui passe. Voilà. Donc là, ça va être tout nettoyé. Là, pour le moment, c'est fraisé de brut. Je vais tout passer de Dremel, enlever les petits filaments là, que ça soit propre. Donc là, en fait, on a déjà ici, on a complètement débridé l'arrivée d'air, quoi. Là, c'est vraiment, au lieu d'avoir les deux petits trous qui sont là, on est vraiment sur un énorme trou. D'autre part, sur la partie supérieure, là ici, vous voyez rien du tout là. Voilà. Donc l'air, elle arrive, elle s'accumule ici, quoi. Alors moi, sur cette partie-là, donc l'air, elle va arriver ici, elle va monter ici, elle va s'accumuler là. Là ici, vous voyez un trou. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté encore un coude qui permet d'amener de l'air ici, quoi. Donc il y a deux entrées d'air dans ma boîte à air. Donc tout ça plus un petit filtre à air. Alors je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, il est là. Je vais vous le mettre en place. Hop. Voilà, ici. Donc ça fait ça. Donc tout l'air va arriver ici. Elle va rentrer par le coude. Elle va sortir de là aussi, quoi. Tout ça va s'accumuler dans la partie celle-ci là, voilà, ça va s'accumuler, ça fait une grosse réserve d'air quoi, pour rentrer dans la partie ici qui est l'admission du carbu. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en est pour une modification d'un filtre à air type d'origine. Là je suis vraiment au maximum hein. Au niveau performance, grâce à ce filtre à air, vous mettez celui d'origine, vous passez à celui-là, votre carbu, même votre moteur il démarre pas, il lui faut une chier d'essence quoi. Il faut changer les gicleurs de ralenti, changer l'aiguille, remonter les aiguilles presque au dernier cran, voire changer d'aiguille. Et puis au gicleur principal, par contre, là, ça dépend des moteurs, des pots d'échappement qu'on a. Mais souvent, on est obligé de remonter de 10 points la carburation. Juste avec tout ce modif de filtre à air, là, de boîte à air, vous êtes obligé de changer toute la carburation. Vous avez beaucoup plus de couple grâce à ça, quoi. Après, de la pointe, non, vous avez toujours la même pointe, mais par contre, vous avez énormément de la pointe, si, vous gagnez un petit peu, mais un chouïa, rien du tout, quoi. Mais par contre, du couple, vous en avez énormément, quoi. Voilà. Donc, petite parenthèse, je vais faire pause et je vous reprends pour la suite la configuration, la partie moteur. Donc là, ça y est, j'ai remonté le carter, j'ai fermé le filtre à air. Donc là, niveau moteur, donc la présentation du bas moteur. Donc moi j'ai monté un Vilo châssis, donc évolution le modèle, donc course normale comme d'origine, hein, d'un Piaggio. Voilà, c'est un peu ce type de vélo que je monte, j'en suis très content. J'en ai déjà monté un sur celui-là de moteur, sur celui-là de moteur qui est caché sous la couverture bleue là. J'ai monté les vélos type Jazil, Évolution, c'est la même marque que Top Racing, c'est pareil. Niveau prix, qualité, rien à redire. Franchement, j'en suis super content. Donc, on va parler de ce fameux Stage 6 Racing. Donc, on va parler de diagramme des diagrammes d'échappement, d'admission. On va parler de taux de compression aussi, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'ai travaillé sur deux types de culasses. Pourquoi deux types de culasses? Pour la simple bonne raison, je vais vous présenter.
En fait, ce moteur-là, il va être équipé de deux pistons différents. Là, actuellement, c'est le piston d'origine de chez Stachys. Et puis moi, par la suite, je vais monter un Athena, piston plat. Donc là, vous avez deux pistons. Donc là, c'est vraiment le type qu'on retrouve là-dedans. Là. Celui-là, c'est un vieux qui traînait là, dans mon atelier, quoi. C'est pour faire la différence. Et puis voilà, celui-là de l'Athena. Alors, la différence des deux, ça se trouve au niveau du dôme. Voilà. Donc, nous avons un qui est en dôme d'origine de chez Stachys, c'est bombé. Et puis chez Athena, c'est un piston plat. Alors, je vais mettre pause. Donc voilà, là, je les ai mis l'un à côté de l'autre. J'ai glissé l'axe du piston à l'intérieur, là, pour voir la différence. Alors, je sais pas si vous voyez, là, donc là, nous avons le Stachys d'origine, piston bombé, et le Athena, piston plat. Au niveau de la coupe de segment, au niveau de l'emplacement du segment, vous voyez, il y a une différence, à peine plus bas sur l'Athena par rapport à d'origine. Pareil, si vous pouvez voir, il y a une différence au niveau de la calotte du piston, c'est à peine plus bas. Donc ce qu'il faut en dire par rapport à ces choses-là, ce qui va changer, c'est au niveau des diagrammes, que ce soit échappement, admission, taux de compression, il y a tout qui va changer avec un piston Athena adapté à ce cylindre. D'accord? Niveau poids, celui-là, il fait 1,2 g de moins que le Stachys. Donc celui-là, il sera plus léger. Donc il dit qu'il est plus léger, moins de vibrations, vu que c'est 1,70 kg. Je remets pause, je reviens. Donc suite à ce fameux piston Athena, comme je vous ai dit, là je vais vous les remettre devant comme ça, là. Vu que c'est un piston dôme plat par rapport au dôme bombé, il y a tout qui va changer. Alors suite à tout ce changement, moi j'ai déjà la culasse type d'origine qui a été modifiée pour le piston Stachys d'origine. Donc ça je ne touche pas. Alors ce que j'ai fait, j'ai racheté de nouveau une culasse pour Piaggio neuve que j'ai remodifiée pour le piston Athena. Donc pour la modification, vu que le taux de compression il est beaucoup trop peu, donc j'ai dû rectifier la partie ici, quoi. Donc j'ai dû rectifier tout ça pour rentrer le dôme de la culasse à l'intérieur du cylindre pour comprimer un petit peu plus la culasse. Là, oui, la culasse et puis le piston. Donc j'ai dû faire ça. Donc j'ai rectifié toute cette partie-là. J'ai dû retravailler l'angle de switch. Vu que là ici on est sur un piston plat et puis là c'est un piston bombé, j'ai dû retravailler l'angle switch. Donc je suis quasiment parallèle au piston type Athena qui est un piston plat. Et puis pareil pour le taux de compression, j'ai retravaillé l'intérieur, le dôme là, pour augmenter la compression, pour arriver à un taux de compression de, j'ai noté ça, de 14. Donc là ici, au niveau configuration actuelle, là on a un taux de compression de 13 avec le piston d'origine, la culasse d'origine un petit peu modifiée. On est sur du 13, certes c'est pas énorme. Moi après ce moteur c'est un moteur de tous les jours. Je voulais pas un avion, une course, un machin de compétition qui surchauffe pour des balades qui dépassent les 50-60 km. Au niveau diagramme, pour ce moteur là actuel comme il est là, actuellement configuré quoi. On est sur, je regarde, on est au niveau admission, on est sur du 134, on était au maximum haut déjà. Au niveau échappement, on est sur du 193. Avec le piston Athena et la nouvelle culasse que j'ai dû remodifier, donc le piston avec les mêmes joints d'en base, tout ça, exactement pareil, je vais remettre les mêmes joints. Je vais me retrouver avec un admission, je suis à 194 et au niveau échappement, je suis à 196. Voilà, avec le piston Athena. Et puis avec sa culasse, je vais passer sur un taux de 14. Voilà. Donc ça sera les deux configurations. Donc ce moteur, il aura deux possibilités. Donc soit sur du piston d'origine Stachys où il aura 134, 193, taux de compression de 13. Ou alors en Athena où il aura 134. Qu'est-ce que j'ai dit moi Non, pardon, je reviens. Donc oui, voilà. Donc alors, je répète. Hein. Donc avec cylindre d'origine, piston d'origine, culasse d'origine modifiée de chez Stachys, je serai à 134, 193 d'échappement, taux de compression de 13.
Et puis avec de l'Athena, je serai à 135, 196 d'échappement et puis un taux de compression de 14. Voilà, ça sera les deux configurations. Alors pourquoi déjà au niveau poids, donc celui-là il fait 1 gramme et quelques de moins que celui d'origine. Et puis au niveau prix, il est bien moins cher quoi. Bon certes il y a beaucoup de boulot derrière et moi j'ai la possibilité de travailler avec un tour et puis une fraiseuse, c'est pas un problème pour moi. J'étais obligé d'adapter, acheter une culasse neuve, voire voilà, complètement modifier la culasse d'origine. Ou soit tu rachètes une culasse neuve avec ton piston, tu refais tout en sorte que les deux travaillent ensemble. J'ai eu la possibilité là, et puis les pistons c'est bien moins cher quoi. Un peu plus léger, on verra au niveau performance quoi. Au niveau vélo, j'ai pas parlé, mais au niveau roulement, c'est des ailerons, les joints spi basiques, voilà. Et puis c'est tout quoi. Donc moi ce que je vais faire pause, je vais faire chauffer ce moteur un petit peu pour vous faire écouter. Par contre au niveau régime, vous verrez, on arrive à entre 10 500, on arrive, je sais même pas si on arrive à 11 000 tours. Pour assez bonne raison, vu que je suis pas sur route, je suis obligé de descendre très bas les gicleurs principales, j'ai pas trop envie pour pas serrer le moteur. Donc je vais vous faire des accélérations, quelques-uns. Et puis voilà quoi. Donc par contre oui ça va fumer bleu, hein, c'est normal parce que là actuellement on est sur un mélange à 4% hein, pour le rodage quoi. Donc c'est pas le mélange qui sera d'origine, je vais tourner à 3% je pense. Mais oui ça va fumer bleu quoi. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour une mise en route et puis 2-3 accélérations de ce moteur. A tout de suite. Bon bah, on se retrouve pour la suite. C'est un petit peu bruyant, hein. Je suis dans un hangar, le peu d'échappement on l'entend bien. On n'entend pas trop la carburation. Donc au niveau régime moteur, moi je ne dépasse pas les 10 000 tours. Pour la simple bonne raison, en fait je suis trop riche pour le rodage. Donc, je vais pas m'amuser à changer les gicleurs, tout ça pour vous montrer qu'il monte à 11 000, 12 000, 13 000 tours. Donc il va plafonner à 10 000 tours, ça va fumer tout bleu quoi. Donc voilà, actuellement là on peut voir là, donc, là il est en train de tourner, on voit l'eau, il est en train de couler, donc ça fait vraiment le refroidissement. Donc là je vais remettre de l'essence, là je suis en réserve. Voilà, je vous retrouve après pour mettre 2-3 coups d'accélération. Voilà, sinon on a le contour là. Actuellement on a 9800, voilà, au ralenti. Donc voilà, là il y a de l'essence, il y a tout ce qu'il faut. Comme on peut voir là au niveau du chiffon, là il est bien noir. Hein. Là c'est les rodages. Donc il stabilise bien. Voilà, et, 9008, 2000 tours à peu près son régime. Donc voilà, ça c'est son régime de ralenti. Donc là je vais mettre 2-3 coups d'accélération, l'eau est chaude actuellement. Voilà, on a là chaud, le moteur il est en température ambiante, chaude, c'est supportable, hein, je peux poser la main dessus sans problème. Vu que là tout est homogène, au niveau température, d'eau, cylindre, tout ça, bah, je vais pouvoir tirer un peu dedans. Par contre comme je vous ai dit, hein, je ne peux pas dépasser 10 000 tours, vous allez voir, il sature. En fait il y a trop d'essence par rapport à l'entrée d'air, donc c'est pour ça qu'il sature. C'est normal, on est en mode rodage quoi.
va redescendre tranquillement à 2000 tours. 1980 2000 tours maxi. Voilà, il stabilise. Voilà. Donc là, par rapport à l'admission, la carburation, tout ça, avec la boîte à air complètement débridée, vous voyez bien, dès que j'accélère, il part tout de suite, il brouille pas, rien du tout quoi. Je vais juste remettre un peu d'essence. Je tords 2 parce que là j'arrive en fin d'essence. Voilà. Donc du mélange 4% pour le rodage. Pas trop en mettre, c'est pas la peine. Et après, comme je vous dis, là le moteur c'est bon, le rodage est fait, il va repartir sur ce cadre. Je vais renlever ce moteur là parce que celui-là il a déjà j'ai pas démonté après le rodage, hein. J'ai roulé sans arrêt avec, il doit avoir 3000 km. Je voudrais voir un peu l'état des segments cylindrés, tout ça, voir si ça s'est bien abîmé. Au niveau roulement, pareil, j'avais monté des roulements à cage à billes en acier. Donc c'est pas vraiment fait pour ce type de cylindrée qui demande qui a une énorme charge parce que c'est un big bore comme cylindre. Donc lui il faut lui montrer des roulements type Celeron qui est capable de supporter des grosses charges quoi. Là j'ai monté des roulements on va dire type d'origine, à mon avis les roulements ils sont morts quoi. C'est à revoir quoi. Par contre d'autre part c'est un refroidissement liquide. Moi je me suis amusé à faire en plus, c'est que j'ai remis de nouveau une turbine à air pour refroidissement que j'ai coupé la box. Vous voyez là je l'ai coupé, normalement ça ferme tout le cylindre. Là je l'ai coupé. Donc en fait j'ai refroidissement liquide plus à air. J'ai testé l'année dernière là quand il y avait des températures hyper chaudes, le moteur ça va, il tient bien en température quoi. Là, on est en train de perdre le moteur là. On est à combien là? Ah non on est bon. Allez hop, quelques coups d'accélération, on y va. On va attendre qu'il stabilise et on tire sec. Vous avez pu entendre, il ratatouille à haut régime. C'est qu'il est trop riche. Là, il est trop riche. Là, avec la filtration, tout ça, il monte bien dans les tours. Mais à haut régime, il est trop riche. Pour la simple bonne raison, j'ai monté volontairement un gicleur trop gros pour justement engraisser. Et puis que là, ça fume bleu, c'est normal. 4% plus un gros gicleur qui fait que le graissage, il est important. Pour pas, du moins pour le rodage. Quoi. Voilà. Donc après par la suite à moi de régler les bons gicleurs principales, mettre du 3% déjà et puis voilà, roule quoi. Bon sur ce j'espère que cette longue vidéo vous a intéressé. Je sais pas quand on se retrouvera, mais en tout cas prenez soin de vous et puis à très bientôt. Salut.